Un grand merci à tous d'être connectés ce soir pour notre 4e webinaire sur la transition écologique énergétique. Merci à vous d'avoir pu vous rendre disponible parce qu'on sait que vous êtes tous des entrepreneurs occupés et que votre temps est compté. Et donc, l'heure que nous allons passer ensemble, nous l'espérons, sera profitable pour vous. Nous nous présentons tous les deux, même si on a l'occasion de l'évoquer. Pour ma part, je suis Philippe Fagot, responsable des actions territoriales au sein de l'OPCO-EP. Et pour ma part, donc David Perret, je suis conseiller à l'OPCO-EP et en tandem avec Philippe Fagot sur les actions territoriales liées à la transition écologique et énergétique. Et donc, nous serons les animateurs de cette séquence. Le programme donc de l'atelier que nous allons parcourir, ce thème qui nous réunit ce soir, c'est comment améliorer ces pratiques de la transition écologique énergétique dans le secteur alimentaire, comment penser une démarche soutenable, donc pérenne, certainement aller ni trop vite ni trop lentement pour pouvoir avoir une démarche qui s'inscrive dans la durée et qui produise des effets de compétitivité pour l'entreprise. Le programme de l'heure que nous allons passer ensemble se construit de la façon suivante. Nous allons avoir une introduction tout de suite après, l'intervention d'une entreprise témoin et d'un expert, passer en revue les offres de services qui existent, assurer la conclusion et aussi, et désormais, l'incontournable sondage qu'on vous demandera de remplir afin de nous permettre de mieux apprécier l'efficacité des initiatives que nous prenons à travers ces webinaires. Vos questions, vous pourrez les poser dans l'espace conversation, voir si on a l'occasion et le temps, faire des prises de parole de vive voix. Et les échanges, plusieurs temps d'échange sont prévus. Vous rappelez, avant de démarrer nos échanges à l'occasion de ce webinaire, que ce webinaire, c'est une programmation qui en compte 9 et qui constitue une des actions d'un projet beaucoup plus général qui s'intitule « La transition écologique énergétique dans les TPME, de la sensibilisation à l'action ». C'est une opération qui est portée par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises en Auvergne-Rhône-Alpes, l'Union des entreprises de proximité en Auvergne-Rhône-Alpes et l'OPCO-EP, écofinancé par l'État, très engagé dans l'accompagnement du monde économique dans ce virage pour le moins sociétal. Pour l'introduction, évoquée tout de suite, avant, je vais passer la parole à Cyril Amprino, secrétaire général de la CPME, et peut-être, s'il nous rejoint, Bertrand Fayet, secrétaire général de l'UDP, qui est peut-être en retard. Cyril, je te passe la parole. Merci Philippe. On a l'habitude avec Bertrand de travailler en équipe, en tandem. Donc, si Bertrand a un peu de retard, il pourra prendre le train en marche et faire la conclusion. D'abord, resaluer collectivement les 20 participants, dire merci à l'équipe de l'OPCO-EP pour avoir préparé ce 4e webinaire, dire également un très grand merci aux intervenants, aux chefs d'entreprise et à l'ACMAR pour leurs témoignages précieux, en souhaitant que ça soit une heure intéressante pour vous et qu'elle vous permette d'enrichir et d'alimenter vos réflexions et nourrir vos actions en matière de transition écologique, puisque là, on a ciblé un secteur d'activité particulièrement concerné, impacté par la transition écologique. Quelques mots très rapides pour vous dire pourquoi la CPME Auvergne-Rhône-Alpes s'est engagée aux côtés de l'UDP et de l'OPCO, entreprise de proximité. Dans ce projet, nous, on est convaincus que la transition écologique énergétique s'impose à nous. On voit, je pense de façon incontestable, au-delà des travaux scientifiques du GIEC, que les changements climatiques sont à l'œuvre, de par les épisodes climatiques de plus en plus violents et de plus en plus répétés qui se présentent, et avec des conséquences très directes et très opérationnelles pour tous, citoyens et entreprises. Si je devais citer qu'un exemple, c'est le fait qu'il y a un plan eau et stress hydrique aujourd'hui qui fait qu'un certain nombre de secteurs d'activité, dont le vôtre, sont particulièrement impactés dans la gestion de la ressource eau. Mais on pourrait élargir le sujet concernant l'accès à l'énergie ou aux matières premières.
Donc, en fait, cette nécessité-là, elle nous impose de revoir un certain nombre d'éléments dans les entreprises de fonctionnement et d'organisation. Vous l'avez déjà pour l'immense majorité d'entre vous anticipé, et donc nous, on considère que notre rôle, c'est d'expliquer au pouvoir public que cette transition, elle est nécessaire, mais elle doit se faire dans de bonnes conditions, c'est-à-dire qu'on doit proposer une écologie de l'incitation, de l'innovation et non de punition, en mettant des normes, des taxes et des sanctions. C'est encore trop souvent un mauvais réflexe de nos élus, que ce soit européens ou nationaux. Donc, on se bat pour ça. Et deux, vous accompagner, vous aider dans vos initiatives qui sont nombreuses, en prenant bien en compte un principe qui pourtant devrait être évident, que écologie rime avec économie, et donc que tout ce que vous entreprenez puisse s'inscrire dans les modèles économiques qui sont les vôtres, dans les contraintes d'un marché, de la concurrence qui sont les vôtres. Voilà. La meilleure des volontés, à un moment donné, elle peut se briser sur une réalité de coût, sur une réalité technologique, sur une réalité de concurrence. Donc, il faut que tout ça puisse bien fonctionner, et pour ça, il est nécessaire, un, d'être bien informé, deux, d'être bien formé et de pouvoir partager des expériences avec ceux qui sont un petit peu plus avancés que les autres. Et c'est donc ce qu'on essaye de faire depuis un petit peu plus d'un an, à travers des diagnostics de branches et d'entreprises, des formations et des informations, formations, et ces webinaires y contribuent. Donc, je suis ravi qu'il y ait ce soir un certain nombre encore de témoignages et de participants pour, je l'espère, voilà, vous aider dans votre cheminement, pour une transition écologique réussie et épanouie. Merci beaucoup. Merci Cyril pour ce mot d'introduction. Nous allons donc passer la parole à deux personnes que David et moi-même remercions tout autant que Cyril très chaleureusement. Le temps vous est compté, donc ce temps, nous allons en profiter. Vous allez former donc un tandem pour évoquer, dans le champ de la transition écologique énergétique appliquée au monde alimentaire, la règle et la pratique, voilà, pour nous permettre de mieux appréhender une trajectoire réussie dans le monde de l'entreprise TPE sur le sujet de la transition écologique énergétique. Alors, donc bonjour à tous. Je suis donc Camille Denis, je suis conseillère en environnement à la Chambre de métiers et de l'artisanat. Je suis basée à Annecy, en Haute-Savoie. La mission principale d'une chambre de métiers et de l'artisanat, c'est d'accompagner et de soutenir les entreprises artisanales, et ce, au niveau national. Donc, on est plusieurs chambres de métiers sur le territoire français. Donc, on vous soutient. Ça passe de la création d'entreprise jusqu'à la reprise et transmission de l'entreprise, en passant par le développement économique, le développement international, la formation et bien évidemment la transition écologique. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Christelle Juppé. J'ai créé Barbiche, donc traiteur événementiel à Annecy il y a 7 ans maintenant. Et on a une mission toute simple depuis la création, c'est juste de régaler nos clients. Donc, faire en sorte qu'avec toutes les bouchées qu'on crée, les pièces cocktails et les plats qu'on crée tous les jours, eh ben, on aide à dépoussiérer l'image qu'on a de souvent, qui est souvent trop traditionnelle de la profession. On a été récemment labellisé niveau or avec les éco-défis, donc organisés par l'ACMA et le Grand Annecy, et on en est très content parce que c'était la première promotion, donc on a été 4 lauréats et 2 à avoir obtenu le niveau or. Et voilà, donc j'en suis la responsable commerciale et communication, et je suis ravie d'être là ce soir pour vous présenter un petit peu toutes les actions qu'on met en place au quotidien chez Barbiche en vue de notre transition vers un environnement un petit peu plus sain, une planète plus verte. Peut-être pouvez-vous, Christelle, nous commenter ce petit dessin que vous avez mis?
Oui, alors à la base, donc ça c'est notre logo. En fait, le nom Barbiche et le style qu'on a donné à notre entreprise, c'est pour montrer qu'on peut créer des pièces cocktails et de la nourriture et des plats haut de gamme, mais en étant quand même très chaleureux, très conviviaux. Donc on n'a pas la toque sur la tête. Les chefs sont barbus, donc d'où le nom Barbiche. Et la majorité de notre équipe est tatouée. Donc on voulait faire ressortir ça dans notre logo, et c'est une amie à moi qui nous a fait ce logo il y a quelques années, et je l'aime beaucoup parce que ça représente ce qu'on fait, un service de qualité avec vraiment des pièces haut de gamme qui pètent en bouche, enfin vraiment qui ont du peps, donc d'où le B sur le plateau qui explose, mais avec un côté très à la cool, un service en t-shirt, tatoué et barbu, et voilà. D'accord. Ben, des valeurs bien affirmées, c'est très bien. C'est ça. Camille, je continue. Hein. Oui, merci. Donc on va commencer par évoquer un peu les enjeux pour le secteur de l'alimentaire. Donc vous avez un rôle important à jouer dans la transition écologique. On peut me dire que c'est un enjeu majeur pour le secteur de l'alimentaire. Donc pourquoi s'inscrire dans la transition écologique? Déjà pour pouvoir répondre aux attentes de vos clients, de vos consommateurs et des autres parties prenantes. Les parties prenantes, c'est toutes les personnes, institutions qui gravitent autour de votre structure. Donc ça va du voisinage à votre banquier, à votre assurance. Donc voilà, le but, c'est vraiment de répondre à leurs besoins. Il y a aussi un enjeu d'être conforme aux réglementations qui existent déjà, les réglementations actuelles et celles à venir. Et cette conformité aux réglementations, ça vous permettra de mieux anticiper les crises. Donc, on peut penser à la crise énergétique que vous avez subie il y a peu. D'adopter des modèles un peu plus durables, ça va vous permettre aussi de fidéliser vos clients pour qu'ils puissent revenir régulièrement dans vos structures. C'est aussi une opportunité pour vous différencier sur le marché, monter un peu en compétitivité, mais aussi ça va vous permettre d'accéder à de nouveaux marchés, de vous ouvrir sur d'autres choses. Offre produit. Donc, pour répondre à ces enjeux, on va un peu décortiquer 2 items qui nous semblaient importants pour votre secteur. On va d'abord parler de l'offre des produits que vous allez proposer à vos clients. Quelles sont les bonnes pratiques pour s'inscrire dans une transition écologique par rapport aux produits? Donc, on peut déjà partir sur un approvisionnement durable en favorisant les circuits courts. Et ces circuits courts vont aussi permettre de réduire les émissions qui sont liées au transport des matières premières et des produits finis. Il va être possible aussi de privilégier les matières premières d'origine biologique et ou locale. Il y a un point important qui est quand même de travailler, en tout cas essayer de travailler avec des fournisseurs locaux, et si ce n'est pas le cas, qu'ils soient certifiés par des labels reconnus. Donc je pense à Label Rouge, AOC, AOP, Bleu Blanc Cœur, etc. Toutes ces petites actions vont pouvoir vous permettre d'améliorer la traçabilité des produits, et cette traçabilité, ça va engendrer une transparence pour le consommateur, pour votre client, qui va savoir d'où vient le produit, et ça va vraiment renforcer le lien de confiance que vous allez avoir entre votre structure et vos clients, et je pense que c'est quand même très important pour fidéliser notamment les clients. Un autre axe sur lequel vous pouvez travailler par rapport à vos produits, c'est vraiment l'innovation. Donc, ça peut être de développer une nouvelle offre par rapport à ce que vous avez l'habitude de proposer avec, on a pris l'exemple des options végétariennes et ou véganes. Vous pouvez proposer des menus ou des produits qui soient vraiment adaptés à la saisonnalité. Donc, par exemple, un pâtissier va éviter de proposer des tartelettes aux fraises en plein hiver, et aussi de lister les allergènes. Toujours dans les produits, pour optimiser votre offre, il y a vraiment une stratégie à avoir pour réduire le gaspillage alimentaire tout au long de la chaîne de valeur. Donc ça va de la production jusqu'à la consommation. En lien avec ces stratégies, il y a une réglementation qui est instaurée, qui est la réglementation des biodéchets, qui date de janvier 2024, et qui est là pour généraliser le tri à la source des biodéchets dans vos structures. Il y a une obligation pour aux entreprises alimentaires d'organiser une gestion des biodéchets. C'est une réglementation qui s'applique à tous, quel que soit le volume de biodéchets produits et quel que soit le secteur d'activité. Donc, il faut trouver des solutions, sachant que certains restes alimentaires peuvent rester incompressibles. On ne pourra pas forcément les traiter. Donc, des actions que vous pouvez mettre en place pour lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est vraiment d'avoir, dans un premier temps, une gestion optimisée de vos stocks, de ne pas avoir un énorme stock et après on se retrouve avec le stock sur le bras, vous ne savez plus quoi en faire.
Il y a également aussi la gestion des invendus. Il y a plusieurs solutions qui peuvent vous être proposées en passant, donc il y a les dons défiscalisés, il y a aussi l'utilisation d'applications qui vous permettent de revendre le soir, en général le soir, vos surplus du jour à un prix réduit qui est intéressant pour le consommateur. Il y a également les dons aux associations qui sont possibles. Toutes ces actions pour, lutter contre le gaspillage alimentaire, ça a un impact direct sur vos taux de perte. Donc économiquement, c'est intéressant de le prendre en compte. Voilà pour l'aspect un peu, théorique. Je vais laisser, Christelle vous présenter dans la pratique, ce que Barbiche a pu mettre en place par rapport aux offres produits. Merci Camille. Alors oui, nous en termes de fournisseurs, bien entendu, on est au maximum local. Vous avez la liste de nos principaux fournisseurs locaux qui s'affiche ici à l'écran. On a aussi bien entendu des fournisseurs nationaux. Au maximum, c'est Haute-Savoie, Savoie. Après, on grandit dans la région et bien entendu, quand on doit se fournir en poissons, on n'a pas accès aux poissons de nos lacs, malheureusement. Donc on a quand même des poissons de pêche en petits bateaux, qui ne viennent pas du tout de chalutiers. On essaye de vraiment avoir un approvisionnement raisonné par rapport notamment aux poissons, ou alors avec le label rouge Écosse pour le saumon notamment. Donc voilà, nos fournisseurs, c'est aussi grâce à ça qu'on a fait notre réputation, c'est que tout vient d'une zone géographique la plus courte possible. En termes d'offres de menus, nous, dès le départ, on avait choisi de fournir dans nos offres de cocktails un tiers de pièces végétariennes, un tiers poisson, un tiers viande, pour vraiment plaire à tout le monde. Et là, de plus en plus, on voit que les régimes alimentaires vont vers le végétarien. Donc, on va quand même conserver les menus flexitariens qu'on a toujours eu, mais on est en train là, depuis le mois dernier, on a décliné une offre 100% végétarienne sur nos cocktails, sur nos entrées plats desserts, et également sur les repas à l'assiette qu'on peut faire pour des entreprises ou pour des mariages, par exemple. Et bien entendu, sur nos menus sont listés l'intégralité des allergènes, et quand on est en passage plateau, quand on est sur des cocktails où on a du personnel pour effectuer le service, ils décrivent absolument l'intégralité de l'intitulé de la pièce cocktail, pour être sûr que les personnes prennent la pièce cocktail en toute conscience, et que si une personne est allergique au sésame, à la cacahuète, à la coriandre, etc., ils puissent refuser la pièce sans aller plus loin. Et les produits qu'on fait chez Barbiche sont entièrement faits maison. C'est trop long de lister tout ce qu'on fait maison. Donc, dans nos menus, c'est jamais écrit fait maison. Depuis notre création, on était vraiment parti de ce principe-là, de ne pas dire que telle sauce, le pesto est fait maison, la mayonnaise est fait maison, etc. Parce que de toute façon, tout est fait maison. Les seules choses qu'on ne fait pas nous-mêmes sont la pâte feuilletée, le pain de mie et les wraps. Voilà, c'est vraiment les seuls... en tout cas, la pâte à wraps, ce qu'on met dedans, c'est vraiment nous qui les faisons. Voilà pour ce qui est de nos produits et de nos offres. Vous pouvez passer à la prochaine slide, s'il vous plaît, Philippe. Parfait. En termes de la gestion des stocks, justement, étant donné qu'on est un traiteur événementiel, on produit exclusivement à la commande. C'est-à-dire qu'on ne fait pas rentrer trop de stocks, on n'a jamais rien dans les frigos ou dans les congélateurs en avance. Donc, c'est au moins une semaine avant qu'on a les commandes de nos clients qui tombent. Donc si on a une commande pour un événement pour 52 personnes, et on va produire pour 52. S'ils sont 279, on produira pour 279, ce qui fait qu'on a rarement de stock, rarement de pertes, ou en tout cas de gaspillage à la fin de l'événement. Et s'il y a des restes, on les laisse aux clients. Si les clients ne le souhaitent pas, bien entendu, nous, on repart avec. Mais étant donné que la chaîne du froid a été rompue, on ne peut malheureusement pas en faire don aux associations. Mais j'imagine que dans d'autres restaurants et d'autres systèmes de concepts de restauration, c'est possible de le faire. Nous, au sein de Barbiche, on ne peut pas. En termes de déchets, donc oui, bien entendu qu'on composte. On a nos huiles usagées qui sont collectées. Le pain sec est broyé pour faire de la chapelure. On récolte tous les bouchons en plastique parce qu'on a forcément énormément de briques, de bouteilles avec des bouchons en plastique, donc qu'on collecte pour redonner à l'association Bouchon 74.
Et là, vous avez un exemple sur le côté justement des menus qu'on imprime pour tous nos clients, où on donne la provenance de la majorité de nos ingrédients et des produits locaux. Donc, par exemple, tarte aux pommes de Savoie, le pain d'un boulanger annécien et les fromages, pareil, d'un fromager qui est très réputé sur le bassin annécien. Voilà ce que je peux vous dire sur notre offre produit. Vous nous mettez en appétit, c'est l'heure d'ailleurs. Hein. Merci, je continue. Les consommables. Je reprends, oui. Donc le deuxième sujet qu'on trouvait important d'aborder avec vous, c'est les consommables. Donc pour une entreprise alimentaire, il y a de nombreux consommables. Je n'ai pas connaissance de toutes les typologies d'activités que vous présentez ce soir, mais ça va des ingrédients alimentaires aux produits d'entretien, en passant par les consommables pour la cuisson, le matériel jetable, donc tous les gobelets, serviettes, papier, etc. Mais aussi les consommables pour la gestion administrative, le papier pour l'imprimante, toutes les étiquettes de vos emballages et les emballages en eux-mêmes. Aujourd'hui, on va faire le point sur la réglementation de ces consommables. Depuis 2020, donc, il existe une loi qui s'appelle la loi AGEC, qui est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Donc, elle a fait ses 5 ans cette semaine et qui donne une obligation de s'inscrire dans une démarche anti-gaspillage. Donc, ça permet pour réduire le gaspillage, pour améliorer le recyclage et pour mieux gérer les biodéchets. Il y a un gros volet dans cette loi qui se porte sur les emballages avec la responsabilité élargie du producteur, donc la REP. Donc en fait, il faut savoir qu'un metteur sur le marché d'un produit ou même une personne qui produit le produit ou qui le distribue est responsable de la fin de vie de ce produit. Donc, elle doit prendre en charge la fin de vie de ce produit qui va devenir un déchet. Et pour pouvoir le faire, il y a une obligation d'adhérer à un éco-organisme qui sont validés par l'État et de devoir leur payer une éco-contribution, ce qui va permettre de pouvoir gérer le déchet en fin de vie, de le traiter et de le recycler le cas échéant. Les consommables. Les consommables pour Barbiche. Pour Barbiche. Du coup, c'était moi. C'est pour illustrer la loi. Tout ce qui arrive chez nous, on réutilise toutes nos livraisons, par exemple, justement de contenants qu'on commande dans une matière compostable qui vient directement d'Italie. On va réutiliser, parce que forcément, ça arrive dans des cartons. Il y a du papier bulle, il y a des papiers qui sécurisent un petit peu tout ce qui nous est livré, tout ce qui arrive au sein de notre laboratoire. Donc ça, c'est des choses qu'on conserve. Tout ce qui est papier, bulle, carton, on va conserver pour réutiliser, pour faire en sorte de rebloquer, nous, dans nos caisses qu'on transporte chez nos clients, de garder tous ces plastiques qui arrivent et tous ces papiers bulles qui seraient voués à être jetés. Nous, on les conserve pour pouvoir, ça nous sert à caler nos préparations dans nos boîtes. Voilà pour ce qui est en tout cas de l'apport aux achats. Et également, bien sûr, qu'on demande à la plupart de nos fournisseurs de stopper les factures papier et tous les catalogues. Les fournisseurs qui viennent avec des catalogues papier, ça, au maximum, on leur dit maintenant de vraiment nous les transférer par email pour qu'on n'ait pas du tout à gérer ça. On imprime uniquement sur du papier brouillon au bureau, donc c'est-à-dire tous nos plannings, les feuilles de cuisine, les feuilles de présence, tout ce qu'on doit imprimer, ça se fait sur du papier brouillon, et les menus clients sont imprimés sur du papier recyclé. Donc les contenants, j'en parlais brièvement, donc on commande de la vaisselle compostable qui vient d'Italie, donc tout ce qui est kit couvert, les assiettes, les gobelets en carton. Et les couvercles des barquettes de nos plateaux qu'on livre quand on va livrer chez les clients, ça malheureusement elles sont encore en plastique recyclé certes, mais c'est quelque chose qui si nous est rendu propre, qu'on va nettoyer et qu'on va réutiliser. Ce sera pas un déchet. Pour ce qui est des consignes, les bouteilles d'eau Evian, San Pellegrino, pour nous c'était d'office obligatoire qu'on parte sur de la consigne parce que c'est ce qu'il y a, enfin ça nous fait moins de déchets et c'est ce qu'il y a de plus rentable.
Donc pour nous, c'était évident de proposer de la bouteille consignée sur nos événements. Et on aimerait beaucoup avoir nos bouteilles de jus de fruits et de vin également sur la partie consignée. Donc ça, c'est pas encore actif à ce jour. On a été en contact avec Alpes Consigne l'année dernière, mais dans leur catalogue fournisseurs, il n'y a pas nos fournisseurs actuels avec lesquels on aimerait vraiment travailler. Donc on attend qu'ils adhèrent à ce réseau-là pour pouvoir commencer vraiment à travailler avec Alpes Consigne, qui a un fonctionnement qui est vraiment très intéressant. Ça nous éviterait d'avoir beaucoup de bouteilles de jus et de vin de retour d'événements qui soient jetées. Voilà. Les autres flux? Donc, on a parlé des produits, des consommables, et côté SEMA, on a identifié 3 autres flux qui pourraient être impactants pour le secteur de l'alimentaire. Donc, dans un premier temps, l'énergie, donc voilà, où il y a un impact fort sur votre secteur. La consommation énergétique pour le secteur de l'alimentaire, donc consommation gaz, électricité ou même encore fuel parfois, ça peut représenter jusqu'à 3 à 5% du chiffre d'affaires. Donc, ce chiffre-là, il est basé sur des années de diagnostic et visites énergie au sein d'entreprises artisanales. C'est un chiffre qui est non négligeable sur le chiffre d'affaires d'une TPE et qui peut bien sûr augmenter pendant une crise énergétique. Donc, il y a vraiment des réels enjeux de mieux maîtriser votre consommation, notamment pour être moins soumis aux variations de coûts. Donc là, on vous propose quelques bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place au sein de vos entreprises, à savoir donc les vitrines ou comptoirs réfrigérés ouverts. Il y a vraiment un point d'intention quand même sur l'entretien de tous vos équipements. C'est vraiment quelque chose de très important d'avoir un suivi de l'entretien, notamment par exemple des joints, des portes, des chambres froides qui soient bien étanches, la climatisation pour qu'elle fonctionne correctement et qu'elle consomme peu. Vous pouvez aussi investir dans des technologies qui soient plus récentes, comme des fours à haut rendement énergétique. Et il y a également un levier au niveau des contrats de fournisseurs d'électricité, aller vers des fournisseurs plus verts, entre guillemets, dans leur fourniture d'électricité. Je vous ai mis un chiffre là, donc qui est si vous remplacez un vieil équipement par un équipement qui sera plus récent, vous pourrez réduire en moyenne jusqu'à 40% de vos consommations énergétiques. Un autre sujet qui a été abordé par Monsieur Amprino de la CPME en introduction, donc c'est l'eau. C'est vraiment un sujet qui est croissant sur l'ensemble des territoires. Il y a vraiment un enjeu de mieux maîtriser ses consommations d'eau pour aller vers une sobriété hydrique, en changeant vos usages d'utilisation d'eau et notamment en changeant aussi certains équipements. Il y a également un point d'attention à avoir sur la gestion de vos rejets d'effluents industriels, certaines eaux rejetées peuvent être chargées en graisse. Et selon leur qualité, vous ne pouvez pas les rejeter n'importe comment. Il y a vraiment une réglementation à suivre. Et il y a aussi des équipements de pré-traitement à mettre en place, comme des bacs de dégraissage, par exemple. Pareil, un peu pour illustrer avec des chiffres, on a noté qu'une plonge manuelle pouvait consommer jusqu'à 4 fois plus qu'une plonge mécanique. Donc, ce n'est pas négligeable. Et il y a des petites choses que vous pouvez mettre en place, comme installer des équipements hydroéconomes, par exemple des réducteurs de débit, des mousseurs, qui permettent de réduire les consommations d'eau de 40% en moyenne. À savoir que ces équipements sont très peu onéreux, donc la rentabilité est vite atteinte. Et le dernier flux qu'on a identifié, c'est la mobilité. Alors, on a mis entre contraintes réglementaires et réduction des coûts, parce que il existe une réglementation avec notamment les zones à faible émission, les ZFE, qui sont en train d'être mises en place sur une bonne partie de territoire. Donc, c'est des contraintes de circulation de certains véhicules dans les agglomérations. Ces ZFE, elles n'arrivent pas là par hasard, elles sont vraiment liées à une mauvaise qualité de l'air et qu'il faut mettre en place des actions pour améliorer ce sujet-là. Pour y répondre, il y a l'alternative au véhicule thermique qui est le véhicule électrique. Donc en effet, l'électrique va rester moins cher qu'un véhicule thermique. Donc même si le prix du carburant a tendance à diminuer, mais ça reste un coût important. Les véhicules électriques demandent aussi moins d'entretien qu'un véhicule thermique, par exemple avec moins de vidange. Par contre, c'est important de noter que le véhicule électrique, ce n'est pas la solution à tout le monde. Ce n'est pas la solution idéale adaptée à tous. Il faut vraiment réfléchir à cette solution alternative selon votre besoin réel, selon votre besoin de l'entreprise. Ce n'est pas adapté à tous. Par exemple, une entreprise qui va faire 500 km par jour, ça ne va pas du tout être compatible. Il faut aussi noter qu'il
il est nécessaire d'avoir la borne de recharge ou la prise renforcée qui soit adaptée pour pouvoir recharger. Ça, c'est pareil, pas tout le monde peut se doter d'un tel équipement. Donc voilà, c'est vraiment à discuter selon vos besoins en réel. Une mobilité qui est en train de se développer, mobilité douce, on en voit de plus en plus, c'est les vélos cargo qui sont adaptés pour différents secteurs d'activité, dont l'alimentaire, pour éventuelles livraisons. C'est une alternative qui peut aussi s'étudier selon vos besoins et contraintes. Alors nous, quand on a changé de laboratoire il y a 1 an et demi, on a justement tout repensé pour essayer d'économiser au maximum l'énergie. Donc on a repensé notre cuisine et surtout optimisé les déplacements. Et le premier investissement qu'on a fait, c'est une machine à plonge. Donc on n'a pas repris l'ancienne de notre ancien laboratoire, on a repris un maximum de matériel, tout ce qui était four. On a essayé de diminuer au maximum, de mettre au rebut certaines choses dont on n'avait plus besoin ou qui étaient abîmées et de pas trop racheter de neuf. Mais par contre, la machine à plonge, c'était vraiment nécessaire d'en acheter une nouvelle. Et c'est une qui réutilise la buée. Donc la buée que fait la machine à plonge quand on l'ouvre, et ben en fait il y a un condenseur tout en haut qui réutilise et qui réinjecte cette buée dans la machine. Donc ça, pour nous, c'était vraiment intéressant comme investissement. En plus, on a une hauteur sous plafond qui fait que il fallait limiter en tout cas la buée dans cette partie plonge. Quand on a renégocié du coup nos contrats électricité et gaz, on a souscrit un contrat gaz durable. Donc j'ai mis en quelques mots ce qu'il y a sur le site de GRDF sur le contrat gaz durable. Donc ils disent que c'est du gaz quand même que c'est du gaz naturel, les émissions, ils disent contribuer à compenser les émissions carbone liées à votre consommation de gaz en finançant des projets durables. Et après, ils détaillent également quel type de projet ils financent grâce à ça. Donc c'est un abonnement au gaz qui est un tout petit peu plus cher, mais qui nous paraissait quand même plus vertueux. Et en termes de mobilité, justement, l'achat d'un véhicule hybride ou en tout cas non thermique s'est posé là en début d'année. Et c'est vrai qu'on en a parlé avec un expert qui nous a un petit peu donné les limites de l'utilisation de l'électrique pour nos besoins à nous, étant donné qu'on aurait besoin d'un utilitaire et qu'on fait beaucoup de kilomètres, enfin beaucoup, pas 500 comme vous avez dit Camille, mais en tout cas on en fait, on peut aller jusqu'à Chambéry d'un côté, on fait Annecy-Chambéry, puis après on peut aller jusqu'à Thiers de l'autre côté du département. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des déplacements sur une journée, et malheureusement avec l'électrique, on n'aurait pas assez d'énergie pour pouvoir effectuer 2 livraisons éventuellement dans une même journée, et on n'a pas de borne de recharge pour le moment, pas de borne de recharge à proximité de notre laboratoire. Donc pour l'instant, c'est un projet qui est plutôt en stand-by, mais on espère pouvoir trouver une solution à cela. On avait également discuté avec Camille des vélos cargo, et c'est vrai que nous, c'était une solution qu'on avait utilisée au début de notre ouverture il y a 6 ans. Pour notre partie cantine, en fait, on livrait des entrées, plats, desserts en ville, et le vélo cargo, pour rester Annecy Centre, était vraiment la solution idéale. Après, on a changé de positionnement pour faire exclusivement de l'événementiel. Donc, le vélo cargo n'avait plus d'intérêt, mais pour certaines entreprises, c'est vrai que si les clients sont à proximité et qu'il y a peu de kilomètres à faire, il y a des super vélos cargo avec possibilité de mettre des caisses de livraison pour les repas. Et c'est vraiment une solution, je trouve, en cas de proximité de la clientèle qui est vraiment bénéfique. On passe à la dernière partie, non des moindres, qui est la communication de vos actions. Parce que je suis sûre que vous faites déjà tous un certain nombre de choses dans vos entreprises, mais que vous ne les faites pas savoir, que vous ne les communiquez pas. Donc il y a 2 axes de communication qui peuvent être déployés. L'axe interne, donc avec vos salariés. Donc les salariés, quand vous en avez, c'est les premiers vecteurs de communication d'une démarche environnementale auprès de vos clients. Ce sont eux qui sont en contact direct avec les clients. Donc c'est très important de les sensibiliser
à votre stratégie environnementale, à ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire. Et c'est aussi important de leur proposer des formations sur le sujet pour qu'ils puissent monter en compétences. Cet axe-là en interne, ça permet aussi de fidéliser les salariés. Voilà, on sait qu'il y a des grosses problématiques de recrutement. Donc selon les territoires, c'est plus ou moins fort, mais c'est vraiment quelque chose qui est important pour eux, pour leur donner envie de rester dans votre entreprise, ils se sentent impliqués et actifs sur le sujet. Je vous ai mis un exemple de pratique que vous pouvez proposer pour vos salariés, c'est de leur proposer le forfait mobilité durable, c'est-à-dire de prendre en charge une partie des déplacements domicile-travail de vos salariés s'ils viennent avec un mode de transport alternatif. Voilà, donc ça, c'est vraiment, bon, en plus, ça permet d'inciter les mobilités alternatives pour vos salariés. Et le deuxième point de communication, c'est à l'externe. Donc, c'est faire valoir vos actions, vos engagements auprès de vos clients, vos consommateurs et de vos parties prenantes qu'on a évoquées au début. Et on a pensé qu'il y avait un point qui était important aussi, c'est de savoir et de pouvoir expliquer une offre limitée. Pourquoi vous n'avez pas de fraises en hiver? Pourquoi vous avez des produits qui sont absents certaines parties de l'année? Pourquoi vous avez des menus qui ne sont pas forcément avec 15 plats, etc. C'est vraiment très important d'expliquer aux clients votre démarche et pourquoi vous le faites. Parce que souvent, c'est du fait maison, parce que souvent, c'est des produits frais qui sont là. Voilà. Et tout cela, ça permet aussi de vous leur expliquer que vous évitez d'avoir des invendus, que vous limitez vos taux de perte et vous limitez le gaspillage. Et ça passe par, ça peut être des affichages, ça peut être des petits panneaux d'information dans votre entreprise et en parler directement avec vos consommateurs et vos clients. Alors, en termes de communication, pareil, dès le départ, on a choisi de ne pas faire de flyers. Donc, tout ce qui était impression, c'était non. On a fait très peu de presse également parce que voilà, c'était pas dans notre ADN. Donc, le premier canal de communication qu'on a décidé d'utiliser, c'était un site internet vitrine et les réseaux sociaux. Donc, LinkedIn et Instagram qui fonctionne énormément pour nous. Et on s'est rendu compte justement ces derniers mois que l'on ne mettait pas assez en avant tout ce qu'on fait au quotidien. Pour nous, ça nous paraissait tellement naturel et on pensait que les autres entreprises, voilà, que ce soit de la restauration, des traiteurs, des restaurants, des boulangers, on pensait que ça se faisait et que c'était démocratisé. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y en a beaucoup qui ne le faisaient pas. Donc, pourquoi pas le mettre en avant puisque nous, on le fait? Ça a été une réflexion qu'on a eue depuis ces derniers mois. Donc, on est en train de rédiger justement un document RSE qui sera téléchargeable sur notre site internet d'ici peu. Et également la mise en avant de ce fameux label éco-défi que l'on a eu récemment. Pareil, c'est quelque chose qui était pas du tout connu, donc j'espère que ça va prendre de l'ampleur parce que c'est vraiment, enfin, pour nous, c'est vraiment nécessaire que tout le monde rentre dans ce cercle vertueux. En termes d'autres types de communication, l'impression des menus sur papier recyclé, je l'avais dit tout à l'heure. L'incitation au covoiturage de nos équipes quand on va sur événements en dehors d'Annecy. Ça, c'est vraiment important pour nous aussi. La plupart du temps, ceux qui habitent Annecy Centre, on leur dit de venir à vélo, à pied, comme ils peuvent. Et par contre, dès qu'on sort de la ville, on essaye de covoiturer au maximum et d'organiser du covoiturage pour éviter que les personnes viennent chacune avec une seule et même voiture. Je reviens sur la partie fidélisation parce que je ne l'avais pas mis juste ici, mais la fidélisation en interne, parce que c'est vraiment quelque chose dont on s'est rendu compte, c'était très, très, très fort, en tout cas dans nos récentes équipes. On a eu une chargée de projet événementiel pendant 3 ans qui avait à 1000% toutes ces valeurs-là, qu'elle appliquait elle-même de tout ce qui était le tri. Nos employés trient également les bouchons chez eux pour les amener chez nous, enfin pour les amener au labo, pour qu'on puisse les donner à l'association des bouchons 74 par exemple. Mais voilà, tous nos employés ces dernières années sont vraiment convaincus de tout ça et sont des actions qu'ils vont faire chez eux, vraiment dans leur foyer.
Et on a récemment recruté une personne en CDD qui a fait des études justement en RSE et qui cherchait simplement à travailler et qui a découvert qu'en fait, au sein d'un traiteur, voilà, elle cherchait à travailler pour partir, pour voyager et pour partir à l'étranger. Donc, elle nous a trouvés vraiment par hasard pour faire des extras en restauration. Et en fait, ça s'est transformé en une vraie collaboration d'un CDD sur plusieurs mois où elle est impliquée dans notre démarche RSE pour justement la faire connaître et faire en sorte qu'on arrive à montrer et à faire savoir toutes les actions qu'on fait au quotidien. Et elle en est conquise, elle le fait au quotidien également chez elle, et elle est ravie de pouvoir le faire tous les jours dans ce travail qu'elle a découvert il y a que quelques mois. Et le dernier point, c'est vrai que ça aussi on ne le mentionne pas assez, mais on utilise une solution de facturation française qui s'appelle Axonote. Je ne sais pas si c'est un logiciel que vous connaissez, mais en tout cas, voilà, on a changé l'année dernière pour cette solution-là. Voilà pour ce qui est de nos actions communication. Merci Christelle. Peut-être avant de passer à la dernière séquence de votre présentation, l'offre de services de la Chambre de métier, on pourrait peut-être prendre quelques questions liées au témoignage de Christelle et à la présentation des axes de Camille. David, je n'ai pas la vue sur le fil de conversation. Alors pour l'instant, les gens, je pense, étaient très à l'écoute, parce que vous avez fait une Oui. présentation bien rythmée et très complémentaire. J'ai pas de questions qui apparaissent encore, mais n'hésitez pas à prendre la parole. Je vais en poser une moi directement, parce que je m'aperçois que j'ai entendu des entreprises qui étaient intéressées par le développement des consignes. Mais c'est pas évident en effet de trouver la filière. Ça veut dire qu'elle est peut-être pas assez développée ou redéveloppée finalement par rapport à ce qu'on a connu il y a peut-être des années passées. Comment vous avez pu développer vous des solutions de ce côté-là comment vous avez trouvé les interlocuteurs? Alors nous, pour ce qui est de la consigne des eaux, notamment, donc Evian-San Pellegrino, ça se fait à métro. Donc c'est vraiment très simple parce qu'il y a une grande partie quand même une partie de certaines matières premières que l'on prend là-bas. Et c'est vrai que toute la partie boisson, c'est très achalandé. Donc ça, c'est très pratique parce que tout ce qui est eau, voilà, ce sont des casiers consignés. Donc ça, c'est très pratique. Et sur la partie des jus, des vins et autres, tout ce qui est infusion et autres boissons, c'est vraiment Alpes Consigne qui nous a démarché parce que nous, on ne trouvait pas. C'était pas du tout quelque chose qui était démocratisé. Donc c'est Alpes Consigne qui nous a approchés il y a 1 an et demi à peu près. Et qui en était au début, qui avait un catalogue fournisseur encore très pas très petit, mais en tout cas voilà, ils étaient en création, en recherche d'autres fournisseurs. Donc voilà, c'est eux qui nous avaient approchés. Mais c'est vrai que comme vous dites, c'était très répandu il y a quelques dizaines d'années, mais maintenant plus du tout. Donc c'est vraiment important de retourner à ça pour limiter le déchet vert. D'accord, très bien. Voilà. On a une question donc de Jocelyn concernant le compostage, donc plutôt favorable à avancer vers ce domaine-là. Sauf que il se pose la question de l'attirance des nuisibles et voilà, ça implique d'autres gestions complémentaires à l'entreprise de protéger finalement les alentours. Comment vous gérez ça de votre côté? Alors nous, c'est simple, c'est qu'en fait, c'est la ville d'Annecy qui nous met à disposition un bac de compost. Donc, c'est comme une grande poubelle qu'on remplit tous les jours. Et la poubelle, on la sort sur le trottoir et il y a les camions qui passent les récupérer. Donc, on n'a pas du tout de problème de stockage. On ne composte pas, nous, dans un bac à compost qu'on aurait dans un jardin à proximité. Donc, on n'a pas ce handicap-là, en tout cas, de devoir gérer ce côté, oui, est-ce que ça va apporter des nuisibles ou pas? Alors, je ne suis pas certain que toutes les communes proposent comme ça un ramassage du compost. Je ne sais pas au niveau de la CMA ce que vous en pensez. Non, effectivement, oui, c'est ça. C'est pas tous les territoires qui sont dotés de. Déjà, alors la collectivité a l'obligation de gérer de proposer des solutions de gestion des biodéchets pour les particuliers, mais pas pour les professionnels. C'est pas obligatoire. Donc après, ça va dépendre ce que votre territoire va mettre en place
pour vous professionnels. Effectivement, c'est un peu disparate. Moi, je noterais, j'ai une remarque finalement, c'est qu'on demande beaucoup aux entrepreneurs de s'engager en faveur de la transition écologique énergétique, mais c'est vrai que parfois le manque de solutions locales freine l'engagement de l'entreprise. Certainement des solutions n'existent pas localement pour pouvoir traduire le souhait d'une entreprise à progresser dans le champ de la transition écologique énergétique, voire du développement durable en fait. Tout à fait. Oui. Ou alors, elles existent, mais elles ne sont pas forcément connues des TPE qui n'ont pas forcément le temps aussi de se renseigner. Et, donc, d'où notre présence aussi. Oui. Pour ma part, moi, l'entreprise, on est un gros consommateur d'énergie. J'avais commencé il y a 4 ans à mettre 70 kilos de production solaire. Et avec la grosse crise énergétique qu'il y a eu il y a 3 ans, enfin même il y a 2 ans, moi, de 40 000 euros, on passait à 90 000 euros d'électricité. Ce que j'ai fait, c'est bon, j'ai mon terrain qui est assez grand, j'ai pu construire un bâtiment et j'ai refait une production de 100 kilos en panneaux solaires, en sachant qu'aucune administration m'a épaulé et aidé, subventionné. Donc, tout par mes moyens. Mais il se trouve qu'à l'heure actuelle, je paye 40 000 euros d'électricité par an et je consomme pareil qu'avant. J'ai beaucoup d'autoconsommation. Vous êtes dans quel secteur d'activité? Je suis artisan, boucher, charcutier et salaison. D'accord, ok, très bien. Dans le Puy-de-Dôme. Parfait. Merci pour ce témoignage. Très bien. Dans les sujets qui ont été abordés, concernant le vieillissement du matériel, est-ce que c'est assez simple finalement de repérer ce qui est plus vieillissant que d'autres? Quelle est un peu la limite acceptable? Parce que bon, c'est pas évident d'avoir toujours les moyens pour investir dans ce nouveau matériel. Voilà. Comment on peut calculer entre le gain et le coût à investir? Donc c'est une question très intéressante et je ne vais malheureusement pas vous apporter la réponse en direct. Je vais m'appuyer sur, on a un expert énergie au sein de la CMA en Haute-Savoie et donc je prends la question et je lui poserai directement pour qu'il puisse vous faire un retour précis et voilà, de son côté. Parce que j'ai pas les chiffres, je ne sais pas à vous les fournir aujourd'hui, je ne sais pas. Bon, mais en tout cas, c'est bien que le sujet est important à Oui, voir complètement. chez chacun et se poser la question, est-ce qu'on peut reprendre du matériel qui existait déjà et ne pas le réinvestir tout de suite? Et enfin, en tout cas, voilà, c'est un juste milieu à trouver entre l'investissement et le gain à trouver. Bon, on est tous pareils. Quand ça marche, on n'a pas envie de le changer. Ben voilà. Absolument. Après, nous, je suis en train de réfléchir parce que j'ai une production d'eau chaude assez importante et je suis en train de réfléchir pour récupérer la chaleur sur mes groupes de froid. J'ai fait faire une étude, mais j'y crois pas trop. Il y avait quelqu'un qui était venu étudier mon entreprise, Monsieur Bécu, qui est de Grenoble, qui m'avait fait un bon diagnostic. Et quand j'ai eu les premières analyses de éventuellement les consommations, lui, il n'y croyait pas. Il a dit qu'il y avait des valeurs qui étaient fausses et c'était pour vendre le matériel, quoi. Mais là aussi, on aurait besoin d'être un peu mieux épaulé pour justement avoir des vraies valeurs et faire confiance à des vraies entreprises qui puissent nous épauler, quoi. Parce que ça se chiffre à plus de 100 000 euros pour l'investissement. On en parlera dans quelques instants, mais c'est vraiment une des missions de la Chambre de métier de l'artisanat, vous accompagner sur ces sujets. On est neutre et on a des experts énergie, donc que j'ai évoqué tout à l'heure, qui peuvent venir chez vous, étudier vos consommations et voir les leviers d'action que vous pouvez mettre en place. Et ça, c'est sans reste à charge pour votre structure, parce qu'on a des conventionnements avec l'ADEME qui nous permettent de vous proposer ces accompagnements de manière gratuite pour vous. Merci pour cette intervention. J'aurais une dernière question avant de passer à la suite, puisque nous arrivons à la fin de notre heure. Pour Christelle, en fait, vous avez basculé sur une offre plus diversifiée, flexitarienne, vous l'évoquiez. Est-ce que ça a nécessité un plan de développement des compétences de vos personnels ? Alors, pas forcément. On avait déjà beaucoup
beaucoup de pièces végétariennes listées dans nos cocktails. Et c'est vraiment parti juste d'une décision collégiale on fait des recherches de nouvelles pièces et on essaye de créer des nouvelles choses, mais tous ensemble. On n'a pas forcément cherché à faire des formations, c'est en faisant des recherches nous-mêmes, de la veille de tout ce qui se passe sur des traiteurs, au niveau de traiteurs à Paris ou dans d'autres villes. C'est vraiment sur Internet ou en allant goûter dans des événements en se disant ça peut être génial, on teste. Et on n'a pas forcément pensé, j'avoue, à se former sur le sujet. D'accord, très bien. C'est venu en interne, c'est venu des propositions de l'équipe en interne, de se dire allez, on fait ça. Et puis bien sûr du chef de cuisine qui est donc mon associé et qui est pour le coup très, très axé sur tout ce qui est création. Donc c'est lui qui va chercher, mais donc on fait un peu tous de la veille et après on fait des tests. C'est comme ça qu'on a monté cette offre 100% végétarienne jusqu'à maintenant. Après, c'est pas exclu qu'on se forme sur d'autres choses. Là, il s'est formé, par exemple, notre chef s'est formé sur de la pâte à pizza, donc rien à voir, mais le but, c'est de justement pouvoir faire des sandwichs et des pizzas avec des garnitures diverses. Donc, ça peut être complètement des accompagnements végétariens comme de la viande si on a la demande des clients. Mais il y a eu cette partie formation exclusive qui s'est faite sur ce produit-là, mais qui est très spécifique. Merci pour votre réponse. Nous avançons. Camille, c'est à vous. Oui. Alors donc, on a parlé de bonnes pratiques que vous pourriez mettre en place. Si vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas comment faire, voilà, la Chambre de métiers de l'artisanat propose différents types d'accompagnement sur la transition écologique. Ça va des accompagnements individuels sur plusieurs thématiques, donc l'eau, l'énergie, les biodéchets et la mobilité durable. On propose également une action collective sur la consigne bouteille, où on accompagne un petit groupe d'artisans pour déployer vos projets de passage à la consigne, pour inciter au réemploi. Dans les actualités, on a également le déploiement d'une expérimentation d'utilisation de vélos cargo à assistance électrique qui sera mise en œuvre au printemps 2025 sur certains territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour vous faire part des actualités énergie, on va vous proposer un webinaire énergie qui aura lieu le 26 février 2025. Le lien d'inscription sera à venir. Et enfin, donc on a beaucoup parlé de formation, communication. On a différentes formations à proposer, notamment sur la communication avec un petit best-of, optimiser la stratégie digitale, trouver de nouveaux clients et comment prendre vos photos. Et sinon, si vous voulez plus d'informations, nous avons un catalogue CMA formation qui liste toutes les formations proposées sur vos territoires. Merci, et je crois Camille. que j'ai une autre diapo. Oui. Pour conclure. Vous la voyez, Camille? Non, mais je peux la faire sans. Je ne sais pas s'il y a que moi qui ne la vois pas. David, vois-tu notre elle est pas affichée, carte de belles régions? J'arrête le partage, le relance. C'est peut-être un problème de connexion. Voyez-vous notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes? Bon, tout ça pour vous dire qu'on a vraiment un réseau de proximité. On a des antennes un peu partout sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Et n'hésitez pas à soit pousser la porte directement de votre chambre de métier de l'artisanat, soit d'appeler au numéro unique qui est 3006 et vous serez redirigé vers le bon interlocuteur selon le besoin ou votre demande. Merci. Voilà, je pense que David, aurions-nous encore une question, peut-être dans le fil de conversation? Non, pour l'instant non. On va juste conclure aussi avec notre diapo d'offre de service. Simplement rappeler. Merci. Simplement rappeler que l'OPCOEP donc intervient sur l'accompagnement de vos plans de formation et sur l'accompagnement de l'alternance notamment, et tout ce qui est mutation de l'entreprise. Et sur ce sujet précisément de la transition écologique énergétique, nous avons une plateforme de contenu pédagogique sur notre site institutionnel. Cette série de webinaires sera complétée prochainement par 2 autres webinaires, un sur l'implication des salariés et le pilotage du changement, parce qu'on voit bien que les options techniques peuvent entraîner des impacts sur l'organisation RH des entreprises.
Donc ça a lieu le 20 mars. Et puis nous aurons également le 17 avril un focus sur les investissements durables. Donc comment concilier responsabilité, réglementation et visibilité. Là, il est important de voir comment on peut faire des investissements en fonction de ses moyens, dans quelles conditions, pour quel objectif, vraiment donner une cohérence par rapport aux enjeux pour votre entreprise. Et nous avons des accompagnements qui sont renouvelés en 2025, à savoir des financements sur le Fonds social européen. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers dans les départements qui sont affiliés à votre entreprise pour avoir tous les détails, les accompagnements possibles. Et nous renouvelons aussi donc 2 autres formules qui ont bien été complétées cette année. Donc un accompagnement conseil, réussir sa transition écologique et énergétique. Les prestations conseil ressources humaines, qui peuvent aussi aborder cette thématique, et une formation action référent TEE, c'est-à-dire que dans vos entreprises, si un salarié, une salariée peut davantage être acculturé à ce sujet, c'est aussi une garantie de développer davantage le sujet en mode projet, et c'est très bénéfique. Voilà. Puis nous avons tout un tas aussi d'actions collectives distancielles qui peuvent vous donner des idées, des astuces interbranches, interprofessionnelles, et jusqu'à 100% financées par l'OPCO-EP. Merci David. Cyril, je vais te laisser le mot de la fin, si tu le veux bien. Merci Philippe. Un grand merci à tous, en particulier à nos 2 intervenants qui ont fait un duo remarquable. Bravo en particulier à l'entreprise Barbiche qui démontre qu'on peut avoir une petite taille, avoir un niveau très élevé d'ambition en matière de transition écologique. Moi, ce que je trouve particulièrement exemplaire, c'est le fait que c'est né d'une volonté des dirigeants et de l'équipe, que c'est un vrai projet collectif et que vous l'avez décliné sur l'ensemble des aspects d'un plan d'action de développement durable, de transition écologique, approvisionnement, les produits, les consommables, les flux jusqu'à la consommation, l'attractivité. Bravo. Je pense que c'est un bel exemple inspirant que vos collaborateurs doivent en être fiers et que du coup, ça dope aussi votre activité vis-à-vis des clients, mais aussi vis-à-vis de vos futurs salariés. On voit aussi la nécessité, le témoignage de notre entrepreneur du Puy-de-Dôme, que sur certains aspects très techniques, d'avoir un bon accompagnement, un accompagnement neutre et objectif, comme le peut faire la Chambre de métier à travers son partenariat avec l'ADEME, ou pour ceux qui relèvent d'une chambre de commerce, idem, la CPME peut également vous mettre en contact. Je pense que sur ces sujets-là, il faut avoir plusieurs avis et des avis experts et neutres et objectifs pour pouvoir prendre des bonnes décisions vu le niveau d'investissement et d'enjeu. Il faut vraiment être bien accompagné, bien informé et ensuite bien outillé. Mais en tous les cas, bravo pour ce que vous faites. Je pense que ça illustre le fait que si parfois nos élus ou l'État doutent de la capacité des entreprises de s'emparer de ces sujets, quelle belle démonstration au contraire. En tous les cas, bravo pour ce que vous faites. Merci à vous. Vous pouvez compter sur nous pour qu'on continue à vos côtés sur l'ensemble des sujets, mais sur celui-là en particulier. Merci Cyril. Merci. Et j'en profite pour excuser Bertrand Fayet qui a une contrainte, qui ne pouvait pas être là ce soir. Merci. Voilà, nous avons terminé notre temps d'échange. Très plaisant me concernant. On a bien vu la règle et la pratique, et c'est ce dont on a besoin pour pouvoir cheminer dans cet environnement un peu complexe. Nous en arrivons à une étape importante pour nous, c'est notre évaluation à travers un lien. David, tu le mettras dans le fil de la conversation. C'est fait à l'instant. Parfait, merci. Si vous n'avez pas l'occasion de le remplir ce soir, ça vous demandera 1 minute, grand maximum. C'est la réponse à quelques questions. Nous vous l'enverrons
courrier électronique demain. C'est important pour nous de savoir comment cerner le ressenti de ce type d'initiative pour pouvoir continuer, voire améliorer des points qui le seraient. En attendant, un grand merci à vous tous et notez bien le prochain webinaire qui aura lieu au mois de mars, comme l'évoquait David, sur la mobilisation des salariés au service d'un projet d'entreprise. Le dirigeant n'est pas le seul acteur, architecte d'une démarche de développement durable qui concerne le monde en règle générale. Bonne soirée à vous tous et à bientôt.